Il s'agit d'un constat sans complaisance de la tragique situation du Sahel. Le film relate les efforts déjà entrepris pour assurer la survie du Sahel. Il y associe les populations directement concernées et lance un cri d'alarme à tous ceux qui souhaitent que revive le Sahel. Le mot Sahel vient d'un terme arabe qui signifie rivage. Mais ici, c'est de la rive sud du Sahara qu'il s'agit. Le Sahel longe en effet le Sahara depuis la Mauritanie jusqu'à la boucle du Niger et au lac Tchad. La zone sahélo-soudanaise est limitée au sud par une ligne qui passe par Dakar, Bamako, Bobo-Dioulasso et Garoua, au sud du lac Tchad. Elle se poursuit au-delà jusqu'à la mer Rouge à travers le Soudan. Dans la partie septentrionale, les hauteurs des pluies annuelles restent faibles. Elles sont comprises entre 200 et 600 mm. C'est ce que l'on appelle le climat sahélien. La végétation naturelle, de caractère désertique, est constituée par des steppes à épineux et par quelques savanes arbustives. Elle prend dans certains cas la forme de ce que l'on appelle la brousse tigrée. Vers le sud, lorsque les pluies annuelles atteignent une hauteur de 600 mm et se répartissent sur 3 mois d'été, le paysage change. Les peuplements d'acacias se font plus denses, les arbres deviennent plus hauts. Le baobab apparaît. Parfois en bouquet, comme ici sur l'emplacement d'un ancien village. Le baobab est généralement respecté par les villageois car il procure de l'ombre. Il fournit également des fruits qui peuvent constituer un appoint alimentaire. On trouve enfin le rognier, magnifique palmier des zones sèches, très apprécié pour son bois, ses palmes et ses fruits. Dans cette zone commencent à apparaître des cultures sèches de mil et d'arachide qui deviennent possibles en raison d'une pluviosité plus abondante. Le Sahel constitue la plus grande région d'élevage de l'Afrique tropicale. On y rencontre des populations d'agriculteurs, entre lesquels circulent des éleveurs nomades. Ceci correspond à un climat un peu plus humide. Ce Sahel, qui nous apparaît immuable, a connu ces dernières années un drame dont les effets se font toujours sentir,
qu'une période de sécheresse commencée en 1968 s'est prolongée pendant 5 ans. Les récoltes furent amputées en moyenne d'un tiers et le cheptel bovin a subi des pertes qui s'élevèrent jusqu'à 80% par endroit. Les pays sahéliens durent mettre en œuvre tous leurs moyens, notamment leur infrastructure aérienne, pour faire face à la situation. C'est grâce à des envois massifs d'aide alimentaire que le Sahel put survivre. Dans une situation difficile, avancée du désert, stock de céréales épuisés, troupeaux à reconstituer, exode des populations. En 1973, les États concernés décidèrent de créer un organisme commun pour lutter contre ce fléau. C'est ce que nous explique M. Cheikh Sissoko, secrétaire d'État aux eaux et forêts du Sénégal. Nous avons constitué le CILS, qui est un comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans les pays du Sahel. Nous avons élaboré un certain nombre de programmes de lutte contre la désertification. Pour aider le SILS, le Club du Sahel fut créé en 1976 grâce au concours des États sahéliens et de l'Organisation de coopération et de développement économique. Le club est un point de rencontre des États sahéliens, des États donneurs d'aide et des institutions internationales spécialisées. Tout en parant au plus pressé, le SILS et les États qui le composent s'attaquèrent au problème fondamental, rétablir l'équilibre naturel rompu entre l'homme et son environnement, dans l'esprit que nous indique M. Ali Cissé, secrétaire exécutif du SILS. On dit souvent que, et nous sommes d'accord avec ceux qui disent cela, c'est que l'homme est le capital le plus précieux. Mais il y a un capital sans la sauvegarde duquel ce capital précieux ne peut survivre. Ce capital, c'est le capital écologique. Ce capital, nous l'avons vu, est menacé par la sécheresse qui risque, dans l'état actuel des choses, d'entraîner la désertification complète du Sahel. La désertification est un phénomène mondial. 60 000 km² de notre globe terrestre sont actuellement atteints par ce fléau. Les pays du Sahel sont ceux qui sont plus sévèrement atteints par cette désertification, entraînant un déficit de production pouvant même être caractérisé par la famine dans certains pays. À l'entrée des principales villes du Sahel, on est étonné de constater un incessant trafic de bois. Cette denrée provient de zones de plus en plus éloignées. Tous les moyens de transport sont bons, depuis le portage par les femmes jusqu'au transport motorisé, en passant par la pirogue et les quadrupèdes africains. Le bois est pratiquement l'unique source d'énergie, même pour un besoin aussi élémentaire que la cuisson des aliments. Il est également indispensable à la construction des habitations traditionnelles. Dans une ville comme Niamey, la consommation du seul bois de chauffage est de l'ordre de 25 000 tonnes par an. La distance moyenne de transport est de 50 à 60 km.
Dans une autre capitale sahélienne, Ouagadougou en Haute-Volta, le problème est le même. Les ânes sont utilisés en attelage. La bicyclette fait son apparition, mais elle reste l'apanage de l'homme. La femme africaine constitue toujours l'élément porteur le plus fréquent. À Bamako, capitale du Mali, il n'y a pas lieu de s'étonner des contrastes africains en apercevant le tas de bois traditionnel à côté de l'agence d'une importante compagnie de transport aérien. À Dakar, le problème du combustible ménager se pose de façon aiguë pour la plus grande partie de la population qui peut difficilement employer le gaz butane ou des produits pétroliers importés. Elle utilise le charbon de bois fabriqué en forêt à plus de 300 km. Pour l'ensemble du Sénégal, les besoins sont de l'ordre de 100 000 tonnes. Le bois est aussi utilisé comme source d'énergie par quelques industries du type artisanal, telles qu'il en existe au Mali, à Mopti, dont nous apercevons la mosquée et la porte de la ville que franchit l'inévitable camion de bois. Mopti, sur le fleuve Niger, est un important port de pêche, gros consommateur de bois. D'abord, pour la fabrication d'embarcations variées nécessaires à une production qui peut s'élever en année normale à 35 000 tonnes de poissons frais. Et ensuite, pour l'industrie du séchage et du fumage du poisson qui s'y pratique depuis longtemps. Le poisson ainsi préparé pourra supporter le transport. Par pirogue ou par camion, il sera expédié vers tous les pays voisins et jusqu'en Côte d'Ivoire. Dans la banlieue de Niamey, cette briqueterie fonctionne au bois. Mais pour combien de temps encore ? Au Dalal Maouri, le sel est traditionnellement extrait de cuvettes naturelles contenant un mélange de sel et de sable. Le sel sera séparé du sable par dissolution dans l'eau et récupéré ensuite par évaporation au feu de bois. Dites-nous, en bref, les étapes de la préparation du sel. Le mélange de sel et de sable est apporté au village dans des paniers. Toute la population participe à cette industrie artisanale qui est l'une des principales ressources du village. Le ramassage du bois, très dur, pendant 24 heures, la bouillie du sel passe à la cuisson, donc ça nécessite beaucoup du bois. D'ici, où est-ce que nous ramassons le bois, ça fait à peu près 4 à 5 km. Aller-retour, nous mettons à peu près toute une journée pour avoir ce bois. Le sel grossier est le plus souvent destiné aux animaux, mais il peut aussi être utilisé par l'homme. C'est très difficile, surtout le ramassage du bois. Maintenant, on n'en trouve plus. Can da lokacin da kuna yan yara kuna yan mata haka
aikin ita na ba ku wahala. A ba mu wahala amma yanzu ita ya yi nisa ko? Yanzu ita ya yi nisa. Avant, quand nous étions des petites demoiselles, le bois c'était pas un problème de la région. Mais maintenant, le bois est parti loin et on a des problèmes à ramasser du bois. Allah. Qu'est-ce qui a provoqué la disparition de ce bois? Elle dit que c'est le bon Dieu qui a fait disparaître le bois. Le bois est employé aussi comme bois de service pour la fabrication des charpentes et des habitations traditionnelles et des clôtures de tout genre. Dans ces cases rondes, le bois forme l'armature du mur circulaire en terre malaxée et séchée, ainsi que la charpente qui portera un toit de chaume. Les mêmes besoins en bois d'œuvre se retrouvent dans les villes. On y trouve d'autres cases plus élaborées que l'on rencontre aussi dans les villages où elles peuvent constituer les habitations des chefs et des notables. Ces cases sont rectangulaires, comme celle-ci filmée à Niamey, avec des murs épais en banco, c'est-à-dire en terre séchée. Pour cette toiture, on a employé presque exclusivement du rognier, son bois pour les chevrons et ses palmes pour la couverture. Les besoins en bois que nous venons de passer en revue sont importants au Sahel, mais on peut dire qu'ils vont en augmentant, tandis que les ressources forestières diminuent. La consommation augmente en raison d'un accroissement de la population. Les ressources diminuent car les peuplements forestiers se dégradent de plus en plus, dans certains cas sous l'influence du déficit pluviométrique. C'est le cas de cette savane arbustive de Goncé en Haute-Volta, comme pour bien d'autres savanes dont la désertification est encore plus avancée. Dans la forêt classée de Djal, au Sénégal, les mirages sont devenus aussi fréquents qu'au Sahara. En effet, la nappe d'eau que l'on aperçoit n'est qu'une illusion. Dans cette maigre forêt, la sécheresse a tué près de 80% des arbres existants. Le principal facteur de dégradation reste cependant l'action destructive de l'homme, consécutive à ses besoins en bois. Il s'en est suivi en particulier autour des grands centres, comme ici dans les environs de Ouagadougou, une disparition de la savane boisée et sa désertification progressive. Les quelques arbres qui peuvent subsister sont souvent victimes des pillards. C'est ainsi qu'à quelques centaines de mètres du château d'eau de Niamey, on peut voir abattre à hauteur d'homme les quelques sujets qui subsistaient dans cette savane arbustive. Il existe encore au Sahel des arbres capables de fournir des sciages. Cependant, tout a une fin, et c'est ainsi que nous avons filmé, dans la forêt classée de Fatala au Sénégal, cette scierie qui débitait ses dernières brumes. Elle est maintenant fermée, faute de matières premières. Les hommes ont aussi besoin de terrain pour cultiver, et dans cette savane arbustive naturelle d'Osso près de Niamey, les cultivateurs ont déboisé pour planter.
Toutes les populations tirent anarchiquement sur le potentiel de plus en plus réduit de la forêt ou de la savane naturelle. Après que les cultivateurs se soient appropriés les meilleures terres pour leur culture, après que les populations aient récupéré, et ce, de plus en plus loin des villes, le bois qui leur était nécessaire, les pasteurs nomades ou semi-nomades achèvent ce travail de destruction du couvert végétal dont les feux de brousse empêcheront la reconstitution. Des milliers de troupeaux de bovins sillonnent les zones sahélo-soudaniennes. Et en raison de la sécheresse catastrophique qui a sévi pendant 5 ans, les éleveurs ont quitté les zones desséchées. Il en est résulté une surcharge des pâturages, un piétinement des sols ou encore l'envahissement par les troupeaux de zones réservées. Il faut donc éviter que la végétation soit détruite et faire respecter sa reconstitution naturelle. Sinon, le Sahel tout entier finira par ressembler à cette steppe désertique des environs de Mopti. Le non-respect des rotations des pâturages aboutit très vite à l'érosion. Le piétinement des troupeaux dénude le sol. Le ruissellement en saison des pluies se chargera d'activer la destruction. Les chèvres, nombreuses dans les zones sahéliennes, causent d'importants dégâts aux arbres et aux arbustes dont elles se nourrissent. À cette exploitation anarchique et abusive des terres et de la végétation s'ajoutent certaines pratiques désastreuses. C'est le cas, par exemple, des feux de brousse. Toutes les conditions sont rassemblées pour faciliter les incendies, la chaleur torride de la saison sèche, l'herbe et les broussailles déshydratées. Le feu de brousse va parcourir d'immenses surfaces et ravager des zones boisées qui seront définitivement perdues pour la forêt. Ces feux ne sont généralement pas spontanés. Dans la plupart des cas, ils sont allumés volontairement pour débroussailler les abords d'un village et des terrains de culture ou encore pour la chasse. Mais le plus souvent, ils sont allumés par les éleveurs pour permettre aux troupeaux d'accéder à l'herbe nouvelle, jeune et tendre, qui repoussera au pied des touffes brûlées. Une autre pratique est celle de l'ébranchage. Les pasteurs n'hésitent pas à casser les branches des arbres pour faciliter le pâturage du bétail. Dans cette plantation de rogniers, une coupe abusive de palmes pour la vannerie. Une fois leur végétation anéantie, ces sols rocailleux devenus stériles ne peuvent plus rien porter. Il en est de même pour ces terrains latéritiques. Dans d'autres cas, le terrain est soumis à l'érosion par le ruissellement des eaux en saison des pluies et l'on assiste à une destruction spectaculaire des sols. Un aspect d'érosion pluviale constaté à Niamey. Une curieuse forme d'érosion qui fait penser à des tuyaux d'orgue. Ici, une dune était fixée par la végétation. La surface a été dénudée par l'abattage des arbres qui y étaient implantés. La dune est redevenue mouvante. On pourrait multiplier les exemples de dégradation des sols par l'érosion. Ce sont souvent des régions entières qui sont touchées, comme ici, en bordure du fleuve Niger, au pays de Germa. Sur des milliers d'hectares,
les vents dominants ont laminé les sols, privés de couvert végétal. On peut apercevoir quelques rares arbustes dont les racines ont été mises à nu par l'érosion. Le Sahel se trouve ainsi dans une situation désastreuse que nous rappelle M. Ali Cissé. C'est un véritable cri d'alarme parce que si le Sahara gagne, évidemment, ce sera la catastrophe. Parce que le Sahel deviendrait invivable. Et nous ne voyons pas, n'est-ce pas, le Sahel rayer de la carte du monde. Parce que, comme le président Senghor l'a dit, ce serait, n'est-ce pas, une partie importante de la civilisation mondiale qui partirait avec son message. C'est donc une œuvre gigantesque, une œuvre de longue haleine certes, mais une œuvre, n'est-ce pas, qui nécessite aussi un concours de la communauté internationale. Depuis la création du CILS, en septembre 1973, à Ouagadougou, des projets de reboisement et de lutte contre la désertification ont été établis, des actions ont été donc engagées, mais il s'est révélé par la suite que ce qui a été fait était vraiment dérisoire par rapport à ce qui devait être entrepris, en raison de l'ampleur de la catastrophe. En face des énormes besoins en bois, on a pensé à la création d'importantes unités de reboisement destinées à fournir du bois de feu, mais aussi des bois de service pour la construction traditionnelle. Des arbres sont également nécessaires pour d'autres besoins, tels que la nourriture du bétail, la constitution de haies ou de rideaux brise-vent. Mais quel type d'essence employer? La plupart des espèces locales sont des arbres ou des arbustes de mauvaise forme et qui ont une croissance très lente. On a donc essayé d'introduire des espèces exotiques, de meilleure forme et de croissance plus rapide, originaires d'autres continents. Des recherches et des essais ont été poursuivis par l'Institut sénégalais des recherches agronomiques, l'Institut national des recherches agronomiques du Niger, le Centre technique forestier tropical, organisme français de coopération technique. Les directions des eaux et forêts des divers États concernés. Les principaux essais seront des essais d'introduction et de provenance, afin de voir si une espèce a, dans une zone déterminée, un comportement qui permet d'envisager son implantation. On procède ensuite à des plantations expérimentales. Parmi ces plantations expérimentales, on trouve des plantations irriguées. À Lossa, au Niger, des essais portent sur l'irrigation goutte à goutte. Il s'agit là, pour économiser une eau précieuse, de fournir aux plants par des tuyaux percés à intervalles réguliers exactement la quantité d'eau dont ils ont besoin. Des appareils de mesure permettent de contrôler à tout moment le degré d'humidité du sol. Ces essais ont été mis en route par le Centre technique forestier tropical. Un autre cas particulier est celui des terrains salés dénommés TAN au Sénégal. Ces terres sont impropres à l'agriculture, mais des essais de reboisement ont été effectués à Keur Maktar dans le Siné Saloum. Il est intéressant de voir comment a évolué la plantation de la ceinture verte de Niamey que nous avions filmée 8 ans auparavant. Plantation expérimentale au départ, elle s'est intégrée au paysage. Ceci est un témoignage de ce qui peut être obtenu lorsque la volonté de planter et celle de protéger se rejoignent. Ce que nous montre cette parcelle filmée en 1979, la même en 1971. De nombreux essais confirmés par des plantations expérimentales ont permis de sélectionner les essences qui conviennent à une région, à son climat et à son sol.
Ils ont permis aussi de déterminer la date de la plantation et, à tous les stades, les méthodes qui donneront les meilleurs résultats. On peut donc passer à la phase finale de la plantation à grande échelle, dite parfois plantation industrielle, à cause de son importance, de sa programmation rigoureuse et aussi de l'emploi fréquent d'importants moyens mécaniques. Nous allons donc procéder à des projets importants d'arbres de croissance rapide tels que les eucalyptus et les nimes. Nous allons maintenant suivre le déroulement des travaux d'une plantation industrielle depuis le début jusqu'à la réalisation finale. La première tâche est la préparation du terrain. Il faut évidemment préparer les voies d'accès et débarrasser le sol de la végétation dégradée qui l'occupe. Ce travail est effectué au bulldozer sur les plantations de la mission allemande de la région de Goncé en Haute-Volta. Dans le projet FAC des monts Mandingues au Mali, le râteau défricheur du bulldozer est spécialement adapté aux travaux de débroussaillement. On procède ensuite à un sous-solage profond à 60 cm avec un engin puissant équipé dans ce projet forestier du Niger d'un outil à 3 dents. C'est un outil à une seule dent qui est utilisé ici à Goncé, mais le sous-solage est croisé. Ce travail a pour but de constituer un volume important de sol ameubli qui s'imprégnera d'eau en saison des pluies pour la restituer au plan en saison sèche. Divers organismes ont permis le démarrage de ces plantations. On peut citer le Programme des Nations Unies pour le Développement, la FAO, le FED, Fonds européen de développement, la Banque mondiale, le FAC, Fonds français d'aide et de coopération, les coopérations bilatérales allemandes, canadiennes, suisses et américaines. On procède ensuite au piquetage qui permet de fixer l'emplacement des plants. Il se fait à l'aide d'un cordeau qui porte des repères à l'écartement voulu. C'est ensuite la trouaison qui est faite à la bêche par l'équipe suivante à l'emplacement des piquets. Les plantations expérimentales ont permis de créer des vergers à graines correspondant aux espèces et aux provenances retenues. Ici, à Koutal, au Sénégal, ce verger à graines a été créé en 1973. Il s'agit d'Eucalyptus camaldulensis. Dans cette pépinière de la recherche forestière voltaïque, confiée au Centre technique forestier tropical, nous voyons un ouvrier en train de semer des graines d'eucalyptus dans un germoir. Ces graines, très fines, sont recouvertes d'une très légère couche de sable. Le germoir est arrosé avec un pulvérisateur 2 fois par jour. Le germoir est ensuite protégé par un grillage contre les oiseaux. Et l'on dispose d'une ombrière pour protéger les jeunes plants du soleil. 6 à 7 semaines après le semis, ces plants d'Eucalyptus camaldulensis sont prêts à être repiqués. Ils vont être extraits très délicatement du germoir et repiqués ensuite avec beaucoup de soin dans des sacs en plastique.
Il faut éviter que les racines soient blessées au moment du prélèvement dans le germoir ou tordues au repiquage dans le pot. Le repiquage en pot a été pratiqué pour ces caïcédras, mais ceux-ci ont été repiqués en planche, c'est-à-dire en pleine terre dans la pépinière. Il en est de même pour ces Gmelina arborea de 9 mois. Ici, des acacias albida ou gao. Enfin, des plants de Nîmes. Le problème de l'arrosage est important. Dans cette pépinière du service des eaux et forêts de Haute-Volta, à Nagbangré, l'eau est mise sous pression à l'aide d'une motopompe et la rampe d'arrosage est déplacée par ce système de pédalier. La production annuelle prévue est de 1 million de plants, dont 300 000 eucalyptus, 200 000 Nîmes et 200 000 Cassia siamea. Nous retournons sur le terrain de la plantation. Une première équipe dépose les plants à l'emplacement des piquets. Un préposé pulvérise un produit insecticide pour protéger les jeunes plantes des attaques des termites, tandis qu'une dernière équipe plante en déchirant soigneusement le sac en plastique sans abîmer les racines. Des opérations d'entretien sont indispensables, car sans cela, la concurrence herbacée serait considérable et la croissance très faible. Sans parler des feux alimentés par les herbes sèches qui peuvent ravager la plantation. Ces entretiens sont réalisés par des pulvériseurs à disque, ici en action dans une plantation de Gmelina de 1 an. Il est intéressant maintenant de montrer les résultats obtenus. Voici, dans la région de Groncé, en Haute-Volta, les plantations effectuées par la mission forestière allemande. Une plantation d'Eucalyptus camaldunensis de 3 ans. Et une plantation de Gmelina arborea, également de 3 ans. Au Niger, près de Niamey, une plantation d'Eucalyptus camaldunensis de 1 an. Au Mali, à la Faya, une plantation mélangée d'Eucalyptus camaldunensis et de Gmelina arborea de 2 ans. Elle pourra être exploitée dans 4 ou 5 ans. Ici, Eucalyptus et Gmelina, tous deux âgés de 2 ans, sont séparés, ce qui permet de comparer l'influence du couvert. Le sol est plus herbeux sous les eucalyptus que sous les Gmelina. Au Sénégal, à Mbao, une plantation d'eucalyptus de 11 ans. Derrière ces eucalyptus, on aperçoit un fourré d'acacia letta du même âge.
Cette espèce locale peut servir par son feuillage d'aliment pour le bétail. Grâce à ses épines, elle est efficace comme est vive. Et elle peut même donner du bois de chauffage. Les acacias l'état ne dépassent pas 4 mètres environ de hauteur, tandis que les eucalyptus s'approchent de 15 mètres. Nous allons donc entamer également un important programme de régénération de nos forêts traditionnelles. Ces forêts traditionnelles sont composées souvent d'arbres à croissance lente, qui sont déjà assez vieux, mais qui ont besoin pour être régénérés et d'éviter toute pression du monde rural. Cette forêt des monts Mandingues, à 35 km de Bamako, doit, à des circonstances exceptionnelles, de ne pas avoir été touchée par les défrichements, le feu ou la dent du bétail. Ces images montrent que même en zone soudanaise, une bonne protection permet à la forêt naturelle de prospérer. Cette forêt est un élément essentiel de la restauration du Sahel, car elle protège le sol contre toutes les formes d'érosion. Elle favorise l'infiltration. Elle arrête les vents, fournit de l'humidité à l'air ambiant et crée ainsi un microclimat favorable. Dans cette savane boisée du Sénégal, on rencontre le dimbe, un des plus grands et des plus beaux arbres de cette région. Cette forêt naturelle, en limite des terrains de culture, doit aussi être protégée contre les convoitises des paysans. Un dernier exemple de forêt naturelle à protéger est ici constitué par la Roneraie du Dalal Maouri au Niger. La forêt naturelle, si elle est protégée, se reconstitue normalement car les espèces locales rejettent bien de pied, comme on peut le voir sur cette parcelle qui, en Haute-Volta, montre des rejets de 16 mois de diverses essences des savanes soudaniennes. Cette parcelle avait, au titre des essais sur la régénération naturelle, fait l'objet d'une coupe rase et avait été ensuite soigneusement protégée. Réaliser des plantations bien réussies, protéger efficacement la forêt naturelle, ces actions relèvent d'une politique forestière constructive. Mais pour restaurer le Sahel, il faut vraiment réintroduire l'arbre dans le paysage agricole. On ne peut accepter en effet d'avoir d'une part des plantations et des forêts en bon état, et d'autre part, sur des étendues infiniment plus vastes, des terrains de culture et des pâturages en voie de dégradation plus ou moins avancée. Il faut d'abord penser à une association de l'arbre et des cultures. L'arbre, sous le climat sahélien, protège le sol, le maintient à une humidité plus élevée et l'enrichit. Cet effet est particulièrement net pour le gao ou cad, Acacia albida, qui, contrairement aux autres essences de savane, perd ses feuilles pendant la saison des pluies, ne gênant pas les cultures
et retrouve son feuillage pendant la saison sèche, au moment où la récolte est faite et où le sol a besoin de protection. Le gao est bénéfique à la culture de l'arachide, mais pour le mil, il permet de doubler le rendement dans le cadre de la culture sans engrais. Cette action était connue des populations à vieille tradition agricole qui avaient soin de conserver des gaos dans leurs champs. Le dimbe et le karité sont également conservés dans les terrains de culture. Ce sont des arbres utiles par leurs fruits, mais ils n'ont pas les propriétés fertilisantes du gao. Dans d'autres cas, comme ici pour le mil et le rognier, l'association est faite au bénéfice de l'arbre. En effet, dans ce périmètre forestier, des parcelles en cours de reboisement ont été confiées à des agriculteurs. Ils y cultivent du mil, céréales qui constituent une nourriture de base des populations. Mais on y a planté également des rogniers qui bénéficieront des travaux d'entretien de la culture du mil. Dans cette plantation de la ceinture verte près de Niamey, le mil est cultivé entre des nimes déjà adultes qui profiteront eux aussi des façons culturales apportées au mil. Cependant, l'association permanente à l'intérieur d'un même champ, de l'arbre et des cultures, est, sauf pour le gao, difficilement concevable, car l'ombrage des cimes entrave le développement des plantes cultivées. Par contre, cette association arbre et culture peut se retrouver sous la forme des haies brise-vent, dont l'installation constitue une autre utilisation bénéfique de l'arbre en agriculture. Le but des brise-vents est de s'opposer, comme ici pour la protection d'une rizière, à l'action des vents dominants, qui, au Sahel, sont des vents secs. Les brise-vents protègent aussi le sol contre l'érosion éolienne. Pour être efficace, un brise-vent doit être assez haut et bien garni, ce qui n'est pas le cas ici avec ces eucalyptus. On aura alors recours à l'anacardier, dont le feuillage serré pourra garnir la base du brise-vent. Enfin, dans certaines zones, on pourra utiliser pour la protection au niveau du sol une plante herbacée comme l'andropogone, qui permettra de lutter également contre l'érosion due au ruissellement de l'eau. Chez un particulier au Sénégal, nous avons trouvé ces multiples utilisations de haies et de brise-vent qui protègent un verger ainsi que des pâturages. Il s'agit d'un exemple à suivre, qui a permis de créer, en pleine zone sèche, une oasis de verdure. L'élevage constitue une des richesses du Sahel, et dans ce domaine, l'arbre doit tenir également une place importante. Les troupeaux se déplacent à la recherche de pâturage, mais ils ont aussi besoin d'eau. Et à cet égard, les mares naturelles qui peuvent subsister pendant une partie de l'année sont précieuses. Il arrive cependant que les recherches et le travail de l'homme puissent faire jaillir l'eau.
Sénégal, le Ferlo est une zone couvrant près de 90 000 km², qui demeura vide d'hommes et d'animaux domestiques 6 mois par an, jusqu'à l'ouverture des premiers forages profonds en 1950. L'eau de ces puits sera pompée vers des abreuvoirs où le bétail peut se désaltérer en toute saison. Nous pouvons constater sur ces images les dégâts entraînés sur le pâturage par le piétinement des animaux. La végétation arborée a heureusement subsisté, mais trop souvent, autour des forages plus anciens, elle a complètement disparu. C'est ainsi qu'au Sénégal, dans toute sa zone nord, la zone du Sahel, qui constitue pour nous une zone qu'on appelle ici le Ferlo, qui constitue la zone de pâturage, nous avons tout un programme de développement d'arbres fourragers qui peuvent rentrer en cas de sécheresse à 40% dans la consommation des animaux. Il faut donc mettre à la disposition de l'éleveur les arbustes fourragers dont il a besoin. C'est dans cette direction que sont menés, avec l'aide canadienne, les travaux de la station de Mbidi, au cœur du Ferlo. Il y a enfin au Sahel le rôle de l'arbre dans la vie quotidienne, que l'on ne peut passer sous silence. On doit mentionner tout d'abord les bois de village, dont nous parle M. Cheikh Sissoko. À côté de ce programme, nous introduisons des programmes communautaires de développement. Ces programmes sont situés au niveau de la population elle-même. Cette population rurale qui créera au niveau de son environnement immédiat des unités forestières qu'on appelle des bois villageois ou des bois de concession. Ces unités forestières leur permettront d'éviter toute pression sur les massifs traditionnels. Nous avons ici au Sénégal, dans la cuvette de Plidar, près du village de Tissé, une plantation villageoise d'eucalyptus. Les plants ont été fournis par le Centre national de recherche forestière du Sénégal et plantés par les villageois. Cet arbre magnifique peut être à juste titre un objet de fierté pour le village. Les distributions de plants forestiers effectuées par les services des eaux et forêts ont modifié parfois de façon spectaculaire l'aspect de certains villages. Des hameaux auparavant isolés au milieu d'un espace dénudé, balayé par les vents de sable tout au long de la saison sèche, disparaissent maintenant sous des bouquets de Nîmes. L'arbre dans la ville agrémente incontestablement la vie de ses habitants. Par exemple, les Champs-Élysées de Ouagadougou. Et encore la ceinture verte de Niamey qui fournira à ses habitants une zone bienfaisante de sport et de loisirs. Au cours de ce film, nous avons essayé de montrer comment l'arbre et la forêt peuvent contribuer à restaurer le Sahel dans un équilibre agro-sylvo-pastoral harmonieux. Mais rien ne peut se faire sans le concours des populations, comme nous l'a déclaré M. Cheikh Sissoko. La désertification a connu une prise de conscience. Une prise de conscience au niveau de nos populations qui va nous permettre
de mettre en pratique des plans d'action de développement, des plans d'action de lutte qui seront facilités par l'adhésion de cette population. La prise de conscience est actuellement totale au niveau de toute la population du Sahel. Nous retrouvons le même appel pressant dans les paroles de M. Ali Cissé, secrétaire exécutif du SILS, appel selon lequel les économies d'énergie demandées aux populations ne pourront se réaliser effectivement que dans un consensus général. Il faut trouver de nouvelles formules pour économiser le bois de chauffe. C'est ainsi, par exemple, n'est-ce pas, que des formules de foyers améliorés ont été préconisées. Les populations elles-mêmes, sans lesquelles, dans ce domaine-là, rien ne peut être entrepris, doivent être mobilisées. Et c'est à cette mobilisation des populations que tout le gouvernement sahélien, à l'heure actuelle, s'emploie. Cette prise de conscience est une garantie pour l'avenir. Seule, elle peut amener une restauration du Sahel en permettant à toutes les activités de s'exercer dans un équilibre qui respecte l'environnement. Il ne s'agit pas pour autant de souhaiter revenir partout aux savanes naturelles. Cela ne résoudrait pas les problèmes des populations sahéliennes de plus en plus nombreuses, qu'il s'agisse des agriculteurs, des éleveurs ou des habitants des villes. Il faut absolument que l'homme tire un plein parti de toutes les ressources que la nature met à sa disposition dans ces régions actuellement déshéritées du Sahel. Ces dons ne sont pas négligeables. Les tornades, par exemple, qui constituent l'événement tant attendu par les populations, les animaux et aussi par la végétation. La domestication et l'utilisation rationnelle des eaux libres, celles qui coulent comme les grands fleuves, Niger, Sénégal par exemple, ou celles qui dorment en surface, ou celles encore qui stagnent dans le sous-sol. L'énergie solaire, déjà expérimentée à Karma au Niger, pourra être utilisée pour tirer l'eau des puits comme pour faire fonctionner les fours industriels. Si la communauté internationale accorde son aide, le Sahel pourra reverdir. Le bétail ne sera plus décimé par la sécheresse. Les hommes ne connaîtront plus la famine. La forêt pourra se développer harmonieusement pour fournir aux populations le bois d'œuvre et de feu qui constitue la condition première pour que l'homme continue à vivre au Sahel. Nous remercions pour leur aimable concours de Haute-Volta, Monsieur le directeur des services forestiers, Dr Diallo et Monsieur Idrissa du SILS, Messieurs Gabriel Massa et Gérard Desblanques de la mission française d'aide et de coopération, Monsieur Jean Piot, directeur CTFT, Centre technique forestier tropical, Messieurs Reinstabel et Vulpern du projet de la mission forestière allemande. Du Mali, Monsieur Moulay Mohamed Haïdara, ambassadeur du Mali en France. Monsieur le directeur général des eaux et forêts. Monsieur Wedji du SILS. Monsieur Jean Patria, chef de la mission française d'aide et de coopération. Monsieur Mohamed Lamine Calais, directeur opération aménagement et production forestière Bamako. Monsieur Alassane Konaré, directeur opération pêche Mopti. Monsieur Jean Morel, conseiller technique du directeur général des eaux et forêts. Monsieur Yana Ntamboura, chef de la division chasse à la direction générale des eaux et forêts. Monsieur Guillaume Diallo, adjoint au chef d'inspection de Ségou. Du Niger, Monsieur Najada, directeur des eaux et forêts. Monsieur Marc, chef de mission française d'aide et de coopération. Monsieur Labo, chef du secteur reboisement. Monsieur Ada, directeur du projet Dalol Maori. Monsieur Gourmand Dakoy, chef du secteur chasse et pêche. Monsieur le directeur général de l'INRAN. Monsieur Laminou,
responsable adjoint du département des recherches forestières de l'INRAN. Monsieur Barbier, conseiller du directeur du projet Banque mondiale. Du Sénégal, le secrétariat d'État auprès du ministre de Développement rural, chargé des eaux et forêts et son service des eaux et forêts et chasse. Le secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé de la recherche scientifique et technique. Monsieur Léger, de la mission française d'aide et de coopération. L'Institut sénégalais de la recherche agricole, ISRA. Le Centre national de la recherche forestière, CNRF. Monsieur Olivier Hamel, ingénieur de recherche, CTFT. Les responsables des projets financés par les différentes aides dites et multilatérales, Allemagne, Canada, FAO PNUD, Banque mondiale. Et les compagnies aériennes, UTA, Monsieur Petit à Paris, Monsieur Denoyer à Niamey, Monsieur Plat à Ouagadougou, Air France, Monsieur Moati à Dakar. Le Centre technique forestier tropical à Nogent-sur-Marne, ainsi que tous les ingénieurs et techniciens au service des 4 États sahéliens parcourus.